Alors c'était un peu pour partir de ces différentes questions, je voulais revenir un peu en arrière. À gauche, Jimmy Wales. Normalement, vous devez reconnaître sa figure. Qu'est-ce qu'il reconnaît? Il vous a regardé pendant 2 mois au moment de la levée de fonds. Hein? Qu'est-ce qu'il a remarqué qu'il était sur Internet? À la fin, c'était un peu beaucoup quand même. Hein? C'est un peu trop. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans de ça? Jimmy Wales, c'est un entrepreneur américain. À l'origine, c'est un trader, hein, donc c'est quelqu'un plutôt du monde de l'économie. Et c'était un trader qui connaissait le monde des licences libres. Je reparlerai des licences libres juste après. Et c'est un gars qui avait fait pas mal d'argent à la bourse. Hein. On était à la fin des années 90, la bourse marchait bien à l'époque, donc il avait fait un petit peu d'argent. Et il a créé une .com, comme beaucoup de personnes à l'époque. Et sa .com commercialisait des sites, des portails de recherche. Bon, c'était un job. Et il avait un peu de temps libre, il avait de la place sur ses serveurs et il s'est dit, est-ce que je ne pourrais pas profiter de mon activité commerciale pour démarrer un truc complètement innovant, sachant qu'il y a un besoin énorme sur Internet d'avoir accès à des encyclopédies, notamment des encyclopédies gratuites. Parce qu'on a Encarta c'est distribué avec Windows, et si on l'achète, ça coûte 995 $ l'unité. Si on achète l'encyclopédie Britannica, ça coûtait 2000 $ l'unité. Il s'est dit finalement, on pourrait développer une encyclopédie directement sur Internet. Et cette encyclopédie, on pourrait en plus la mettre sous licence libre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché Larry Sanger, qui était à l'époque, il venait de finir ses études, et il lui a demandé de devenir l'éditeur en chef d'un nouveau projet qui s'appelait Nupedia, qui était une encyclopédie gratuite sur le net. Et pour construire Nupedia, il avait décidé d'adopter un modèle éditorial totalement traditionnel. C'est-à-dire, j'embauche un directeur en chef, un rédacteur, qui décide du contenu que l'on va mettre dans l'encyclopédie, qui embauche des auteurs pour traiter chacun des sujets. Chaque auteur écrit l'article pour lequel il a été embauché, le soumet à un comité de relecture, le comité de relecture valide les articles, et finalement, le rédacteur en chef approuve la publication de l'article. Ça, c'est la méthode classique pour écrire un livre, pour écrire des encyclopédies, pour écrire des rapports. La méthode classique, c'est celle qui a été suivie pour Nupedia. Ça a été un échec total, et Nupedia a fonctionné pendant 3 ans. Combien d'articles ont été produits en 3 ans? En anglais exclusivement? Devinette? Combien? 100. En fait, 80 plus précisément. Donc le modèle ne marchait pas du tout. Et c'est l'époque où Larry Sanger a été dans une conférence, comme vous aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être que ça vous simulera pour imaginer des nouvelles choses. Il a été dans une conférence au MIT et à l'époque, il a entendu parler du logiciel Wiki. Qui connaît le logiciel Wiki? C'est pas grand monde. Bon, alors je vais vous expliquer en 2 mots. Le logiciel Wiki, c'est un principe extrêmement simple. À l'époque, éditer une page sur le web était quelque chose de compliqué. Il fallait apprendre le langage HTML, c'était assez complexe et donc ce n'était pas à la portée de tout le monde. Donc lui, ce qu'il s'est dit, c'est je vais créer un système où la page que je veux modifier est directement sur Internet et les personnes vont directement depuis leur navigateur, hein, sans application autre, uniquement depuis leur navigateur en étant en ligne, modifier la page. C'est-à-dire que la page a un bouton, modifier cette page, on clique sur modifier, on modifie la page, on valide et le contenu est instantanément sur Internet. Ça, c'était la première idée. Et la deuxième idée, c'est que finalement, au lieu d'avoir une seule personne ayant accès à cette page, plusieurs personnes pouvaient avoir accès à cette page unique. Et donc, tout le monde pouvait participer pour rédiger une page unique. Ça, c'était le principe du wiki. C'est comment écrire un article très très vite sur Internet. Wiki, ça veut dire vite, vite, en hawaïen. Ce jour-là, le créateur du logiciel Wiki était allé à Hawaï et il était arrivé à l'aéroport et il attendait le bus qui devait faire le tour de l'île. C'était le seul bus qui faisait le tour de l'île très rapidement, très vite, vite. Et donc le nom de cette petite navette qui faisait le tour de l'île, c'était le Wiki. Donc il a donné le nom à cette application qui a été publiée en 1995. Donc on n'est pas en train de parler de quelque chose de récent là. On est en train de parler d'un logiciel qui a plus de 15 ans. C'est quelque chose de bien avancé. Hein. Donc le Wiki, c'était ce type de logiciel. Et ce que s'est dit Larry Sanger, c'est mes auteurs à qui j'ai demandé, vous écrivez un article, je ne sais pas moi, sur la mécanique, vous écrivez un article sur Genève et vous écrivez un article sur le floating widget, plutôt que de m'envoyer ces articles par email,
Eh bien, venez tous sur cet espace de travail commun et postez vos articles directement sur cette page, sur cet espace de travail. C'est une sorte d'intranet. Comment est-ce que je vais appeler cet intranet? Je vais réfléchir. Et finalement, il s'est dit, ben, Wiki, ça va vite, Pédia, encyclopédie, ben, je vais l'appeler Wikipédia. Et c'est comme ça qu'il a créé Wikipédia. C'était en fait un espace de travail. C'est quelque chose qui est né par hasard. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, imaginé, anticipé avec un rapport, un projet, avec un budget, avec des objectifs. Non, c'était quelque chose qu'on a démarré le 15 janvier 2001 et qui immédiatement a remporté l'intérêt de tous les participants, ce qui fait que les gens sont venus en masse participer à ce projet. Petite caractéristique supplémentaire, c'est ce que c'est qu'une licence libre? Quelques personnes. Je vais donc expliquer pour les autres. Wikipédia, vous le connaissez parce que c'est une encyclopédie gratuite sur Internet, c'est super cool, il y a des informations sur les joueurs de foot, les Pokémon et les floating widgets. Ça, c'est très sympa. Mais il y a quelque chose qui est encore plus formidable derrière Wikipédia. Et ce qui est formidable, c'est que tout ce contenu qui a été créé au cours du temps, au cours des 10 dernières années, est publié sous une licence libre. C'est le même genre de concept que Firefox, que Linux, Thunderbird, si vous en connaissez certains, ou OpenOffice. Il y a 4 libertés qui sont associées à ce contenu. Liberté numéro 1, vous pouvez utiliser, lire la totalité du contenu de Wikipédia. On ne vous demande pas de payer, de vous enregistrer, quoi que ce soit. Vous pouvez consommer. C'est votre liberté, vous en avez le droit. Deuxième obligation, vous avez le droit, quand vous le souhaitez, de modifier le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Wikipédia, modifier une page, vous êtes autorisé à le faire. C'est la deuxième liberté. La troisième liberté, c'est une liberté de l'ordre de la transparence. Vous pouvez voir comment le contenu a été produit, comment il a été fabriqué au cours du temps. Donc, par exemple, si 10 personnes successivement ont rédigé un article, vous pouvez voir exactement qui a écrit quoi, à quel moment. C'est la liberté la possibilité de regarder et d'analyser la façon dont un contenu a été créé. Et la quatrième liberté, c'est celle qui est la plus révolutionnaire, probablement, c'est la liberté de redistribuer le contenu. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez prendre du contenu de Wikipédia, vous en faites un bouquin, par exemple, et puis après, vous pouvez le vendre. Donc, voilà un exemple d'un agenda qui a été produit il y a 1 an et demi de ça, dans lequel on trouve des images qui sont issues de la plateforme Wikipédia. Toutes ces images, on les a prises en Wikipédia, on a fait un bouquin, et ce bouquin, pendant un certain temps, on l'a vendu à 25 €. On a le droit de le faire. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre le contenu et faire ce qu'il veut avec. Il peut faire des bouquins aussi. De la même façon, il y a une partie de Wikipédia qui est dans ce bouquin. Même chose. Donc ça, ces 4 libertés, elles sont assez mal connues, mais elles ont un intérêt majeur, c'est que la totalité du contenu de Wikipédia peut être redistribuée à d'autres personnes. Alors, exemple de redistribution, en haut à gauche, sur des ordinateurs à 100 $ destinés à des enfants. En bas à gauche, c'est un fournisseur d'accès Internet sur mobile qui donne accès à Wikipédia. Au milieu, c'est une version CD-ROM qui a été faite par une organisation caritative. En haut à droite, c'est l'accès au portail de Orange, la société télécom, qui donne accès au contenu de Wikipédia et qui met de la pub en plus. Et en bas à droite, c'est un exemple d'accès en version offline à des habitants en Afrique, donc en français, en anglais, en arabe, etc. Donc ça, ce sont 4 exemples de redistribution. Et si ces exemples-là fonctionnent, c'est justement pour pouvoir aller diffuser le contenu de Wikipédia au-delà de la Suisse, de la France, en gros de ces pays où on a accès à Internet à peu près partout. Dans certains pays, on n'a pas accès à Internet dans les salles de réunion, donc ils peuvent avoir accès d'autres façons. Alors, petite remarque sur des choses fortes qu'on est en train de vivre. Le contenu de Wikipédia a été écrit par des gens comme vous et moi. J'imagine qu'il y a des participants parmi vous. Je vais donc tester. Qui est participant ici? Alors, par exemple, monsieur, vous participez sur quoi? Donc, au gré de l'actualité, des événements, de ce que vous connaissez. Vous n'avez pas un but particulier, c'est simplement pour fournir de l'info. Voilà. Un autre participant? Oui. Une autre personne? Oui.
Vous avez corrigé des informations qui étaient inexactes, erronées, périmées, etc. Donc c'était de la mise à jour rapide. Donc ça, c'est des personnes qui sont allées sur le projet, qui voient le bouton modifier cette page, ils voient des erreurs, ils voient des choses à rajouter qu'ils peuvent faire facilement, ils cliquent sur ce bouton et ils rajoutent l'information. Pourquoi est-ce que ces personnes le font? Parce qu'elles ne sont pas payées pour ça. Premièrement, elles ne sont pas payées, on est d'accord, vous n'êtes pas payées? Non, moi non plus. Vous êtes payés? Non. Vous n'êtes pas payés? Non. Une bonne raison, c'est parce que c'est agaçant pour des choses comme ça. C'est agaçant. C'est à un bouton près pour le faire. Voilà. 1, c'est agaçant. 2, c'est agaçant. 3, tout ce qui est requis, c'est une micro-modification en fait. Hein, c'est pas un gros effort, ça prend 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Donc c'est ce qu'on appelle des modifications incrémentales. Et finalement, comme c'est facile à faire, on le fait. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pourquoi est-ce que vous le faites? À part l'agacement parce qu'il y a une erreur? Si c'est pour enseigner, autant que ça soit juste. Ouais, si c'est pour enseigner qu'il y a des erreurs, ça évite comme ça d'avoir à corriger auprès des élèves après coup. Ouais. Il y a d'autres raisons? Ouais. Vous avez des infos, vous avez envie que ça soit connu. Pour autant, vous ne serez pas reconnu. Hein, on est d'accord, il n'y a pas de reconnaissance de la personne, pas particulièrement. Donc la personne le fait. Beaucoup de personnes le font simplement parce que, notamment parmi ceux qui vont passer beaucoup d'heures à contribuer, ils le font parce qu'ils rejoignent une communauté, ils rejoignent des personnes avec qui ils ont des points communs et avec qui ils vont discuter. Et ils vont discuter vraiment dans le détail, parfois, sur des sujets extrêmement pointus. Et finalement, entre passer 2 heures sur Wikipédia le soir en ayant une bonne discussion bien riche avec d'autres contributeurs, bah finalement, c'est plus satisfaisant, personnellement, que de passer 2 heures à regarder une émission de télé-réalité avec une bière sur la table. Non, sérieusement. Hein, au moins, à la fin du mois, on se dit, j'ai passé mon temps à faire quelque chose d'un minimum utile. Et une des raisons pour lesquelles les gens contribuent aussi, c'est qu'ils ont le sentiment que quand ils contribuent à quelque chose, c'est quelque chose qui va rentrer dans un panier commun, qui va devenir un bien commun et qui va pouvoir être réutilisable par n'importe qui pour toujours finalement. Alors pour nous, une des raisons pour lesquelles on a besoin d'être les plus ouverts possible, il n'est pas nécessaire de créer un compte, il n'est pas nécessaire de s'identifier, on essaye d'être le plus ouvert possible, ça a des risques, mais la première règle de base qui nous anime, c'est être le plus ouvert possible. Et une des raisons pour cette ouverture, c'est qu'on a besoin justement d'accueillir des gens de toutes les langues et des gens de toutes les cultures. Si on n'avait que des Français pour éditer Wikipédia, on n'aurait pas d'article sur les floating widgets. Donc, on a besoin d'accueillir un peu plus de personnes. Ça, petit exemple historique, c'est une page écran de la Wikipédia en français lors de la première version logicielle. Là, on est en 2001. À l'époque, Wikipédia était 1, très très moche et 2, minimaliste en termes de fonctionnalité. J'ai oublié de corriger la typo, il me semblait l'avoir corrigé cet après-midi. C'est 2001, j'insiste, c'est pas 2011. C'est fou ça, je l'ai corrigé cet après-midi, l'erreur, elle est à nouveau là. Un truc qui me dépasse là. Bah, il y a quelqu'un qui est passé derrière et qui a modifié ma présentation. Bon, à l'époque, il n'existait aucun lien avec les autres versions linguistiques. Hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de lien vers l'anglais, ni l'allemand, ni quoi que ce soit. Pourtant, ils existaient déjà, mais à l'époque, les versions étaient complètement séparées. Si on regarde, là, par exemple, cette version 1 an plus tard, c'était la version anglophone, donc là, elle est bien en 2002, hein. Elle a bien été corrigée, celle-là. Là, on voit tout à fait en haut le lien vers l'anglais, l'espéranto, l'allemand, l'espagnol, etc., qui sont apparus. Donc c'est quelque chose qui est venu très très précocement au début du fonctionnement de Wikipédia. Hein. On l'a fait rapidement. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, on a un projet qui est parti d'un brouillon. Hein. Au début, on n'avait vraiment rien du tout. Et on a abouti à quelque chose qui finalement aujourd'hui est extraordinairement complexe. Et je crois qu'absolument personne aujourd'hui ne peut se targuer de connaître la totalité du fonctionnement de Wikipédia à ce jour. C'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup trop de langues. Donc ce que je souhaiterais évoquer, c'est finalement l'évolution qui nous a amenés vers là, et surtout le fait que notre mode de fonctionnement a énormément évolué depuis le début. Et c'est peut-être un peu une espèce de leçon par rapport au projet qu'on essaye souvent de commencer en essayant de tout établir dès le départ. Nous, on n'était pas du tout dans ce concept-là. Quand j'y repense après coup, alors moi je suis européenne, mais j'ai essayé de commencer à regarder un petit peu les modes de fonctionnement entre la pensée européenne et la pensée chinoise, par exemple. Et en fait, c'est amusant parce que la majorité des contributeurs sont des Européens ou des Nord-Américains, mais en fait, on fonctionne selon un mode qui colle beaucoup au mode de philosophie chinoise, je dirais. On n'a jamais eu d'objectif, réellement. Hein, le mode de pensée européen, il essaye de se fixer un idéal, on veut aller là.
on veut faire ça, on veut établir une encyclopédie qui fait ça. Et donc on va se mettre des objectifs, hein, avec des passages obligés. On va, d'ici fin 2011, on va essayer de faire ça, puis d'ici fin 2012, on va faire ça. Nous, on n'avait rien défini au départ. On avait juste un vague rêve qui était de faire une encyclopédie pour tout le monde. C'est à peu près tout ce qu'on avait comme idée. Et le reste, on a tout découvert sur le tas, je dirais, hein, progressivement. Simplement, quand on voit que la direction, qu'on part un peu dans une mauvaise direction, dans une direction dangereuse, ben là, on essaye de donner des petits coups pour essayer de recaler dans la bonne direction générale. Après, on laisse les choses faire. Ce qui fait que certaines choses prennent énormément de temps à être réalisées. On a des gros délais.